Ce programme vous est offert par Illico Cash. La persistance de l'insécurité dans la partie est de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, accompagné de la ministre des Affaires étrangères, ont pris part à la réunion extraordinaire de la Troïka du comité ministériel de l'organe et les pays contributeurs des troupes à la SAMI d'IRC. L'objectif, évaluer les problèmes de paix et de sécurité dans la partie orientale de la RDC. Jean-Marc Kabonde, de plus en plus incisif et tranché à l'endroit du pouvoir en place. L'ancien prisonnier politique et opposant a accordé une nouvelle interview, cette fois à RFI, critiquant ouvertement la gouvernance de la RDC. La situation des réfugiés et déplacés de guerre en RDC et les pays limitrophes, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a échangé avec les partenaires de la République démocratique du Congo, notamment les ambassadeurs de la Suède et de la Grande-Bretagne. Et puis les initiatives qui valorisent la jeunesse congolaise dans la promotion du développement. Le service national a été plébiscité à Mbujimaï par le PCA de l'université de Mbujimaï, campus Chikama. Monseigneur Bernard Kessanda l'a déclaré au cours de la remise symbolique de banques confectionnées par les ex-Kuluna. Le point sur l'actualité. Merci de nous renouveler votre confiance à la une de ce journal. La réunion extraordinaire de la Troïka du comité ministériel de l'organe et les pays contributeurs des troupes de la SAMI d'IRC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Modavita, accompagné de la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwanga Wagner, y ont participé. Eh bien, les participants ont évalué les problèmes de paix et de sécurité dans la partie orientale de la RDC. Au cours de la réunion extraordinaire de la Troïka du sommet de l'organe, le comité a noté avec inquiétude la persistance de l'insécurité à l'est de la RDC présentée par ces deux membres du gouvernement congolais, désapprouvant ainsi l'exécution des actes de terreur et d'assassinat par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 en dépit des décisions du sommet conjoint SADC-EAC de Dar es Salaam, des résolutions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais aussi de la dernière résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies qui enjoignent à ces agresseurs l'ordre de se retirer sans condition du territoire congolais et d'observer un cessez-le-feu, y compris la cessation immédiate des hostilités, d'où il note encore la nécessité de la présence de la SAMI d'IRC sur le sol congolais. Ils ont aussi informé la délégation de la SAMI d'IRC comme quoi ils sont en un autre écran plus par 3 par 2025 par 2 et autoriser la présidente de l'organe à le signer. Dans la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo poursuit ses combats diplomatiques en vue de la relance des processus de Luanda et de Nairobi qui sont des voies indiquées à ces jours pour permettre de restaurer l'autorité de l'État dans la partie est de la RDC. Les médias et quelques hauts responsables américains ont rapporté que la RDC a récemment proposé à l'administration Trump un deal impliquant un échange d'accès aux ressources minières contre un soutien pour rétablir la sécurité dans l'est du pays en proie à l'avancée de rebelles, notamment le M23. Une telle proposition pourrait-elle séduire les États-Unis d'Amérique sur le plan économique? A-t-elle des chances de déboucher sur une solution sécuritaire viable? Des détails dans ce dossier de la rédaction. Lors d'une interview accordée au New York Times, Félix Tshisekedi a exprimé son souhait de voir les États-Unis et l'Europe investir directement dans le secteur minier congolais, riche en minerais stratégiques tels que le cobalt, le cuivre et le coltan, essentiels pour les industries technologiques et la transition énergétique. Il a suggéré que ces investissements pourraient contribuer à la stabilité de la région en apportant des ressources économiques et en réduisant l'influence des pays voisins
africains accusés de soutenir des groupes rebelles. La proposition s'inscrit alors que Donald Trump a entamé son nouveau mandat en janvier 2025, période où la RDC tente de repositionner ses alliances face à la domination chinoise dans son secteur minier et à l'inaction perçue de la communauté internationale. Un tel deal pourrait marcher pour plusieurs facteurs. D'abord, les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance à la Chine pour les minerais stratégiques. Un accès direct aux ressources de la RDC pourrait le faire. Tina Salama, porte-parole du président congolais, a précisé que cette invitation s'adressait aux entreprises américaines et européennes qui s'approvisionnent actuellement en matières premières stratégiques auprès de pays comme le Rwanda, les encourageant à traiter directement avec la RDC. Mais les États-Unis sont-ils prêts à considérer ces investissements comme une opportunité stratégique pour diversifier leurs sources d'approvisionnement en minerais critiques? Ce deal pourrait se heurter à des obstacles majeurs, notamment le désintéressement de Donald Trump aux problèmes africains, le risque qu'encourent les soldats américains, l'opinion publique congolaise qui pourrait assimiler cette cession des mines comme un bradage et la présence chinoise dans les mines congolaises. Les Américains qui ont échoué en Afghanistan auront du mal à s'engager dans un conflit où règnent plusieurs groupes armés comme celui de l'Est de la RDC. La proposition de Félix Tshisekedi reflète son désarroi face à une crise incontrôlable et une tentative de tirer parti des ressources congolaises pour attirer un allié puissant. Comment apporter assistance humanitaire aux déplacés internes et réfugiés congolais vivant au Burundi et dans d'autres pays limitrophes? La question a été au menu des échanges entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, et les partenaires de la République démocratique du Congo, notamment les ambassadeurs de la Suède et de la Grande-Bretagne. Ils se disent favorables à toute assistance humanitaire. La situation sécuritaire et humanitaire préoccupe au plus haut point les partenaires nationaux et internationaux de la République démocratique du Congo. C'est dans ces contextes, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, a reçu tour à tour l'ambassadeur de la Suède, M. Joachim Wawerka, et les représentants de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, M. Peter Fernandez Cardi, accompagnés de M. Roger Bellier, ainsi que Mme Gabou Kongolo, tous venus auprès de Nathalie Aziza-Mounana pour exprimer leur volonté d'accompagner la RDC dans la prise en charge humanitaire. Et au menu des échanges, comment assurer l'aide humanitaire aux déplacés internes et réfugiés au Burundi. On a eu une conversation excellente avec Madame la ministre. On a échangé sur la situation, notamment dans l'Est du pays, qui est bien évidemment très grave. Je suis très content et apprécie beaucoup que j'ai eu l'occasion d'apprendre plus des travails et des activités fournies par Madame la ministre. Et puis, j'ai été en mesure d'expliquer comment la Suède est là pour accompagner la RDC dans cette situation difficile. Et j'ai aussi eu l'occasion de donner un aperçu sur la coopération au développement plus long terme. On travaille dans une manière qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire étroit lien entre la coopération, la paix et la coopération de long terme et les besoins humanitaires. C'est-à-dire il faut vraiment trouver des mesures pour travailler ensemble pour que la RDC puisse avoir un avenir plus prospère. Et la Suède est là pour accompagner la RDC dans cette situation-là et aussi long terme. Ces échanges interviennent après le lancement de la campagne de la solidarité nationale en faveur des déplacés du Grand Kivu et des réfugiés au Burundi par Nathalie Aziza-Mounana, sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Création d'un gouvernement d'union nationale. L'opposant Jean-Marc Kabonda réagit radicalement à cette question ce jeudi matin sur les ondes de Radio France Internationale. Il estime que cela ne résoudra rien du tout. Le président de l'Alliance pour le changement a également évoqué dans son intervention sa libération et celle d'autres prisonniers politiques. Il ne s'agit pas d'une libération politique, a-t-il insisté. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritier Tambois.
Je crois que aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de manipuler l'opinion, d'instrumentaliser la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Parce qu'il est allé aux élections. Il a dit qu'il avait gagné les élections à 73% et qu'il s'est tapé plus de 450 députés au Parlement. Je crois qu'il contrôle carrément le Parlement à 90%. Donc, si aujourd'hui il estime qu'il doit recourir à l'opposition, ça voudrait dire que Tshisekedi est confronté à une crise de gouvernance. Il y a crise totale de gouvernance et pour moi, j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Je crois que cela a été une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebai et Seth Kikuni, étions incarcérés injustement. C'est-à-dire, notre place n'était pas en prison. Et d'ailleurs, je crois que notre libération, jusqu'à preuve du contraire, reste insuffisante. Parce qu'il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala, qui continue de croupir injustement en prison. Le gouvernement Tshisekedi doit savoir que ma libération et la libération de deux autres ne suffit pas. Il y a d'autres prisonniers qui croupissent en prison injustement qui doivent être libérés. Jean-Marc Kabonde est de plus en plus sollicité. Les acteurs politiques défilent chez lui. Le tout dernier, ce sont les membres de la plateforme Sursaut National, plateforme de l'opposition, qui ont effectué une visite de reconfort au président du parti Alliance pour le changement. Un député provincial de son État, Mike Mukebai, a été détenu à la prison centrale de Makala, une détention qui souvent a été condamnée par l'opposition. Aujourd'hui en liberté conditionnelle, avec l'opposant Seth Kikuni, la même opposition regroupée au sein de la plateforme Sursaut National revient pour une visite de reconfort en sa résidence. Je suis très touché par cette marque de solidarité que je reçois de la part du Sursaut National. Outre déjà que lors de mon emprisonnement, je me rendais compte qu'à chaque occasion, le Sursaut National ne manquait pas de prendre ma défense, non seulement ma défense à moi, mais la défense de bien d'autres avec qui nous étions emprisonnés. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Quand le Sursaut National prend position publiquement pour un prisonnier, bon, les gens se disent on a pris position, c'est fini. Mais c'est un réconfort énorme comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça vous permet de vous dire là, loin, dans la solitude de la cellule, que je ne suis pas seul. La prochaine étape, la résidence de l'opposant Jean-Marc Kabonde, emprisonné depuis août 2022, alors député national et membre du bureau de l'Assemblée nationale. Pour le Sursaut National, la thèse de la décrispation du climat politique ne se justifie pas, d'autant plus que d'autres encore se retrouvent jusqu'à l'heure actuelle détenus à Makala. Membres du Sursaut National, dénonçons ce qui suit. Le maintien en détention injustifié du camarade Jacques Ndala. Le cas de Jacques Ndala est l'illustration parfaite de la brutalité du régime contre toute voix dissidente. Signalant que le Sursaut National, comme d'autres partis de l'opposition, refuse jusqu'à présent l'idée de faire partir du gouvernement d'unité nationale, comme le souhaite le chef de l'État, pour résoudre ensemble la question de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'université de Mbujimai a réceptionné hier mercredi un premier lot des bancs fabriqués par les ex-Kuluna, un rêve devenu réalité, estime le PCA de cette institution universitaire, Monseigneur Bernard Kassonda, évêque du diocèse de Mbujimai, et cela grâce aux initiatives qui valorisent la jeunesse congolaise dans la promotion du développement. Le service national se fait accepter comme modèle par excellence pour le développement du Grand Congo. C'est fait. L'université de Mbujimai, campus universitaire de Chikama, a ses bancs made in Kanyama KCC. Un premier lot réceptionné ce mercredi 5 mars 2025 par le PCA de cette institution des mains du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Et cerise sur cette dotation, un partenariat entre le service national et cette université classée parmi le top 5 de la RDC a été noué. Nous sommes à votre disposition, nous avons suivi les mots directeurs quant à la collaboration parce qu'il y a une faculté de l'agronomie ici. Nous sommes ouverts. Tout de suite, nous allons y répondre et nous sommes disposés. Le moyen de transport sera disponible. Le logement et tout, les équipements seront les bienvenus à Kanyamaka, c'est pour le perfectionnement de la. Nous sommes ouverts, dès maintenant nous sommes ouverts. S'il y a une liste, il y a un ordre de mission, présentez-vous et ils vont partir tout de suite.
Dans la foulée, le commandant du service national a tenu à faire cette mise au point. Le service national est un organe paramilitaire. Quand vous allez venir à Kanyama-Kasese, vous serez considéré comme paramilitaire, soumis à la discipline militaire. C'est bon? 202 bancs de 5 places, soit plus ou moins 800 places assises, fabriquées par les ex-colonna. Pour Monseigneur Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, c'est un rêve qui se réalise. À en croire le PCA de cette université, le service national a infligé un camouflet à ses détracteurs. Je sais, quand les premiers lots de ces jeunes gens étaient amenés à Kanyama-Kasese en passant par ici, ça a été décrié par toutes ces sirènes qui disent n'importe quoi pour tout simplement théoriquement parler de ce qu'on dit droit de l'homme. De son côté, le recteur de cette université va saluer cette marque d'estime, traduite notamment par la qualité des bancs. Les étudiants, eux, parlent d'un acte significatif qui donne une raison de sourire et d'y croire. Ils promettent d'être dignes de cet investissement. Au Kasaï oriental, la société Anhui Congo d'investissement minier Sassim est en train de se teindre à petit feu et pourtant la seule qui contribue à l'économie de cette province depuis la descente aux enfers de la Miba. Pour cause, l'arrêté signé par l'ancienne ministre des Mines Samba Kalambai, dans lequel toute la production en diamants de la Sassim doit passer par le centre d'expertise, d'évaluation et de certification CEC et qui à son tour choisit l'acheteur souvent au mépris des tarifications en vigueur. Cette situation a plongé la Sassim dans la faillite, occasionnant plusieurs mois de non-paiement de salaire des travailleurs. Patrick Kazadi, représentant des travailleurs de la Sassim, joint par Crispin Chibikoufwa, lance un cri d'alarme. La société Sassim, effectivement, est en train de fermer ses portes quand on vous parle ici. Cette histoire est causée par l'arrêté du ministère de Mines. Cet arrêté a été érigé par l'ancienne ministre des Mines. Alors, cet arrêté donne le pouvoir au CEC de vendre le diamant de la Sassim. Donc, le CEC vend le diamant de la Sassim, il décide le prix, il choisit les acheteurs de son choix. Alors, cette histoire est en train de pousser la société à fermer déjà ses portes, parce que quand on vous parle ici, les travailleurs accumulent plus de 13 mois d'arrière d'un paiement. Si une personne n'est pas payée depuis 13 mois, vous savez déjà ce qui va venir. Nous implorons l'implication directe du garant de la nation, Félix Tshisekedi, le président de la République, pour que cet arrêté soit plus vite abrogé. Car la Sassim est en train de fermer ses portes et les travailleurs sont en train de mourir à petit feu. Il y a une crise énorme ici au Kasaï oriental causant par cette histoire. Nous voulons que cet arrêté soit abrogé et que nous vendons librement nos diamants. Quand on vous parle ici, nous avons 500 000 carats dans le coffre de la CEC là-bas à Kinshasa. Nous ne voulons pas que ces diamants-là soient vendus avant l'abrogation de cet arrêté ministériel. La société n'arrive pas à rien faire. On n'a pas de carburant actuellement, on n'a pas de vivres, on n'a pas des entrains de production. Dans le cadre de la collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a eu une séance au travail avec les élus de la capitale. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire à l'est du pays, l'implication de Kinshasa face à cette agression que la RDC subit, puis apporter leur contribution aux différentes mesures prises quant à ceux. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a tenu une séance de travail avec les élus de la capitale dans un cadre visant à renforcer la collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Au cœur des discussions, la situation sécuritaire dans l'est du pays, les participants ont abordé l'agression que subit la République démocratique du Congo et réfléchi sur la manière dont Kinshasa pourrait jouer un rôle actif dans cette crise. L'importance des contributions constructives aux mesures prises pour y
y faire face a également été souligné. Dans les mêmes élans, le gouverneur Daniel Bumba a rappelé aux Kinois l'importance cruciale de s'acquitter de leurs impôts et taxes. C'est un impératif pour réaliser le programme ambitieux dénommé Kinshasa Ezobonga qui vise à transformer la ville et à améliorer le quotidien des citoyens. Kinshasa, comme nous disons toujours, c'est un gisement fiscal important. Et c'est avec cet argent que nous allons reconstruire cette ville. Il était question pour eux d'apporter aussi leur batterie en termes de recommandations pour que nous puissions faire en sorte que cette échéance-là soit une échéance réussie, afin de réaliser le programme ambitieux de Kinshasa Ezobonga. La question du recrutement des jeunes dans l'armée a également été abordée, faisant écho à l'appel du chef de l'État pour un éveil patriotique. Ces points soulignent la nécessité d'impliquer la jeunesse dans la défense de la nation. Notons que deux membres du bureau de l'Assemblée provinciale, le rapporteur André Kongolo, qui a présidé la réunion, ainsi que les questeurs Maître Socrates Moubengai, ont également pris part à ces échanges cruciaux. Cette rencontre, marquée par des échanges constructifs, témoigne de la volonté des acteurs politiques de Kinshasa d'y travailler ensemble pour relever les défis qui se présentent à la capitale congolaise. Ouvert mardi dernier, l'atelier de formation et de renforcement des capacités des femmes députées, sénatrices et ministres dans le cadre du programme Ndeke initié par la Fondation internationale pour le système électoral IFES en partenariat avec l'Assemblée nationale a pris fin hier mercredi. Les participantes bénéficiaient de la formation pour améliorer leurs performances et renforcer les liens. C'est dans les soucis d'améliorer leurs performances et renforcer les liens entre les femmes exerçant la politique et l'Assemblée nationale en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux ont organisé l'atelier des formations et de renforcement des capacités de femmes députées, sénatrices et ministres dans le cadre du programme Ndeke. Cet atelier qui avait pour objectif de promouvoir la participation politique efficace et équitable de femmes a connu plusieurs intervenants, notamment le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Madame Dominique Munongo Inamizi. Ça venait d'un besoin de femmes parlementaires, les nouvelles élues, et même les anciennes du reste, parce que nous sommes là avec quelques anciennes dames qui ont fait 3 mandats, 4 mandats. Je peux les citer, Madame Anastasie Moleko qui était ancienne ministre, Madame Lukiana. Elles ont été avec nous pendant ces 2 jours. Et pourquoi ce besoin était là? Parce que nous avons besoin, nous en tant que femmes politiques, surtout femmes parlementaires, de toujours apprendre, se mettre à niveau. C'est très important, c'est ça l'objet de cet atelier. Amener les femmes à se mettre à niveau, les anciennes à se rappeler un peu des premiers pas et comment on doit procéder, soit des stratégies de plaidoyer, soit comment organiser, comment être leader en fait. Et aux nouvelles femmes parlementaires aussi qu'elles comprennent. Les participantes ont également bénéficié du partage d'expérience de la députée nationale Marie-Ange Lukiana. C'est un sentiment de redevabilité. Quand on vous prend comme modèle, ça signifie que vous avez un devoir. Vous êtes un capital, mais un capital qui a été formé par des apports de beaucoup. Plusieurs recommandations pour la création d'une académie en leadership ont été formulées en vue de pérenniser ces assises et la cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets des participations. Et dans la ville de Likasi, les femmes des militaires ont été reçues par le bourgmestre Olivier Munongom Siri Kiboko. Ces dernières ont promis leur accompagnement dans l'initiative de la marche de soutien en faveur des FARDC prévue ce 8 mars. Olivier Munongom Siri Kiboko, bourgmestre de la commune de Likasi, a reçu les épouses des militaires des FARDC de Likasi ce mercredi 5 mars 2025 dans son cabinet de travail, accompagné par la présidente des femmes des épouses des militaires des FARDC qui a réconforté ces dernières tout en leur disant d'être fortes. Il les a également sensibilisées sur la journée du 8 mars. Signalons ici que l'honorable Olivier Munongom Siri n'a pas reçu les épouses même bredouilles. Pour parfumer cette journée, il a remis des pagnes aux épouses des militaires des FARDC, signe d'encouragement. Le mot merci est le refrain qui est sorti de la bouche de la présidente.
Nous sommes venus voir le bourgmestre pour l'encourager dans ses œuvres et lui dire que nous allons l'accompagner ce 8 mars dans la marche prévue en faveur des militaires, des FARDC, nos époux au front. Ensemble, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Nous nous rangeons derrière les chefs de l'État, commandants suprêmes des forces armées de la République, qui ne cessent de se battre jour et nuit pour le retour de la paix sur le territoire national. Les bourgmestres de l'Ikassi a tout notre soutien. Engagé dans la mobilisation contre l'agression rwandaise, le président du Sénat, Sama Lukonde, apporte son soutien aux recrues en formation à la base militaire de Kamina dans le Olomami. Sur place, il a été accueilli et accompagné par le gouverneur de province, Banza Molomé Marmon. Arrivé à Kamina, chef-lieu du Olomami, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, est accueilli au bas de l'avion par le gouverneur de province, Banza Molomé Marmon. Le gouverneur a salué sa présence dans sa juridiction, lui qui vient au nom du chef de l'État. Après sa communion avec la population de la ville de Kamina en province du Olomami, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est rendu au commissariat provincial de la police nationale où il a eu un entretien avec les nouvelles recrues de la police. Il s'agit des jeunes de Kamina et ses environs qui ont choisi de protéger la population. Un message de réconfort leur a été apporté et une promesse de faire arriver leur plaidoyer auprès du gouvernement en vue d'un débit effectif de leur formation. Ayant fini cette étape, Sama Lukonde a repris son bâton de pèlerin vers la base militaire de Kamina où sont envoyés plusieurs jeunes venus de partout pour leur formation. À son arrivée, il a été accueilli par le général Mouima, commandant de la base militaire aux côtés de tout son état-major. Une grande liesse dont les chefs des épouses des militaires et un échantillon des recrues tirés à la volée, vu que toutes les équipes sont déjà en immersion et ne peuvent voir le monde extérieur. Dans son adresse, Sama Lukonde a apporté les encouragements du président de la République ainsi que du peuple congolais à ces jeunes qui ont choisi de défendre la patrie sous les drapeaux. Il les a motivés à les faire avec patriotisme. Commandant suprême Masengaki, sa message, il y a mobilisation générale, particulièrement il y a des jeunes. Rapport, il y a ma force armée, Nabiso, la police. Nos jeunes soldats, la fierté Nabiso. C'est le modèle que vous constituez pour nous tous. Avant de quitter la base militaire de Kamina, le président du Sénat a fait un don d'une bonne quantité de vivres et non-vivres pour la prise en charge de ces recrues qui devront à la suite de leur formation rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Et on parle de la tournée patriotique du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guilwando Mboyo, s'est poursuivi avec ferveur dans la province de la Tchouapa. Après Boende Befale, c'est à Wemba et Bokungu que le message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a résonné avec force. Accueilli en véritable messager du patriotisme, Maître Guilwando Mboyo a exhorté la population à rester unie et prête à défendre l'intégrité du territoire. Retour sur cette étape marquant de son périple dans ce reportage de Benjamin Moudiata. Après Boende et Befale, la tournée patriotique du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guilwando Mboyo, atteint Wema, chef-lieu du territoire de Boende. Accompagné des autorités provinciales, Maître Guilwando Mboyo porte haut la voix du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Congo doit se défendre et la Tchouapa en est un bastion clé. À Wema, face à une foule en liesse, Maître Guilwando Mboyo martèle son message. Le temps est à l'action. La population doit rester vigilante, unie et prête à défendre l'intégrité du territoire national tout en rejoignant les rangs des forces armées. Message à monene ezalika kama makambo itali bitumba oyo ekoti na boka. Bitumba oyo c'est bandit, ça fait plus de 30 ans. Bato bakufi près de 7 millions de personnes. Même ferveur à Bokungu Centre, où les ministres d'État est accueilli en véritable porte-étendard du patriotisme, accomplissant pleinement les souhaits du président Félix Tshisekedi. À la tribune, le message ne change pas.
La Tchouapa doit être un modèle de mobilisation nationale. Papa mokonzi ya mboka, papa na bino Félix alobi message ya liboso alingi unité na kati ya mboka. Tolingi division te. Message ya mibale soki osambelaka ozali musulman, ozali chrétien, esengeli kosambela mpona mboka. Otia mboka na maboko ya Nzambe, otia ba autorité ya mboka na maboko ya Nzambe. Boyoki ngai? Message ya misato. Ba jeune oyo bazali na pikiliki na nzoto. Ba jeune bazali kosenga na bino bokota ko servir mboka na kati ya armée. Ba jeune oyo bazali prêt pour ko servir mboka na kati ya FARDC toma loboko loli. Dans la foule, l'émotion est palpable. Bokungu répond présent, prêt à défendre son pays comme les restes de la Tchouapa. Participation de la société civile aux efforts de pacification et de stabilisation de la RDC, le comité de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo organise une quinzaine citoyenne, un espace de réflexion, d'évaluation, de participation et de projection stratégique. Objectif, analyser le pacte pour le vivre ensemble. La République démocratique du Congo traverse une période critique marquée par l'agression rwandaise sous l'étiquette du M23. Face à cette situation, la société civile congolaise organise une quinzaine citoyenne. Il s'agit d'un espace de réflexion, d'évaluation et de projections stratégiques sur sa participation aux efforts de pacification et de stabilisation de la RDC. Allons croire, c'est une opportunité unique pour structurer son engagement dans le processus de paix. Nous devions organiser une sorte de restitution par rapport à la tournée au niveau régional que nous avons réalisée comme comité de crise pour la paix et la sécurité. Mais également, nous devons entre nous recalibrer notre action en tant que société civile. Quel devra être notre narratif aujourd'hui et harmoniser qu'est-ce que nous avons pu faire, qu'est-ce que nous n'avons pas fait et comment nous devons mieux le faire. Il y a plusieurs processus aujourd'hui de paix et de cohésion sociale au pays et dans la région. Comment nous, en tant que société civile, nous participons et influençons, n'est-ce pas, ces différents processus, ces différentes dynamiques de paix. Alors, aujourd'hui, le président de la République a lancé une idée pour la cohésion nationale, n'est-ce pas, au pays, pour un gouvernement d'union nationale. Comment la société civile se prépare et comment la société civile doit influencer pour que les intérêts de la population soient pris en compte. Cette initiative vise la sensibilisation des communautés sur l'importance du vivre ensemble et de la paix, la médiation locale entre le groupe en conflit pour faciliter la réconciliation, la documentation et la dénonciation des violations de droits de l'homme qui fragilisent la cohésion nationale. Et pour finir, le secrétaire général chef du parti lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi, a mobilisé les milliers de militants et militantes du Palou de Kikwit afin de réserver un accueil chaleureux au vice-premier ministre en charge du transport et s'enrôler en milliers au sein des FARDC. Le vice-premier ministre s'est réjoui de la présence massive de ces militants du Palou qui se sont enrôlés en milliers comme nouvelle recrue au sein des forces armées, ou plutôt des forces loyalistes. Répondant à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a demandé à tous les Congolais de se mobiliser pour défendre la patrie, plusieurs centaines de militants du parti lumumbiste unifié vivant à Kikwit et d'autres venus des villages environnants ont rejoint les rangs des forces armées de la RDC sur instruction et recommandation du secrétaire général et chef du parti, le professeur Willy Makiashi, qui salue par ailleurs la bravoure des forces armées congolaises et des résistants Ouazalendo qui se battent au front et les exhorte à persévérer dans leur combat car la victoire est certaine. L'heure est à la mobilisation générale contre l'agression rwandaise. Après une série de formations, ces militants du parti lumumbiste unifié devront défendre la patrie contre ses ennemis pour faire échec au plan machiavélique de balkanisation. C'est à la tribune du Konsinga à Kikwit où le vice-premier ministre de Transport a tenu son meeting que des milliers de militants et militantes du parti lumumbiste unifié se sont rassemblés, drapeau en main et effigie du numéro 1 de leur parti. Il est temps de prendre rappel des principaux titres.
La persistance de l'insécurité dans la partie est de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant accompagné de la ministre des Affaires étrangères ont pris part à la réunion extraordinaire de la Troïka, du comité ministériel de l'organe et les pays contributeurs des troupes à la Samidi-RC. L'objectif, évaluer les problèmes de paix et de sécurité dans la partie orientale de la RDC. Jean-Marc Okabonde, de plus en plus incisif et tranché à l'endroit du pouvoir en place. L'ancien prisonnier politique et opposant a accordé une nouvelle interview, cette fois à RFI, critiquant ouvertement la gouvernance en RDC. Situation des réfugiés déplacés de guerre en RDC, les pays limitrophes. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounane, a échangé avec les partenaires de la République démocratique du Congo, notamment les ambassadeurs de la Suède et de la Grande-Bretagne. Et puis les initiatives qui valorisent la jeunesse congolaise dans la promotion du développement. Le service national a été plébiscité à Mbujimai par le PCA de l'université de Mbujimai, campus Chikama. Monseigneur Bernard Kassanda l'a déclaré au cours de la remise symbolique de bancs confectionnés par les ex-Kuluna. Restez fidèles au programme de cette télé, oui, Télé 50, et à très bientôt sur la même chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La Direction générale de recettes de Kinshasa DGRK rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de février est fixée au plus tard lundi 10 mars 2025. À cet effet, les contribuables personnes morales relevant de la direction des impôts et les personnes physiques relevant de la direction des recettes de Gombe, Limité, Ngalié Manor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail e-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal, paye double. Communiqué nécrologique. La grande famille Nembuzo et Anyakiama ont la profonde douleur d'annoncer à la Grande Orientale, aux communautés boyomaises et issiroises, à la communauté Ngwetu, aux communautés basketteuses et voleuses des Kisangani et des Kinshasa, ainsi qu'aux amis et connaissances, le décès de leurs enfants, frères et oncles, en la personne des Fedo Nembuzu Odiandra Dimitri, alias Fédéral, le jeudi 20 février 2025 à Kinshasa, de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 7 mars 2025, veillée mortuaire dans la salle paroissiale de la cathédrale Notre-Dame du Congo, située sur l'avenue Libération ex-24 novembre, commune de Lingala, de 18h à 6h du matin. Samedi 8 mars 2025, 8h juste, levée du corps à la morgue de la clinique quinoise de la Gombe et recueillement 9h30. Départ pour Athénée des Lingala pour les hommages sportifs des volleyball et basketball. 11h juste, départ pour l'inhumation au cimetière Négropole de l'éternité des Célébambous. 16h juste, bain des consolations au jardin de Notre-Dame du Congo, toujours dans la commune de Lingala. Ce communiqué tient lieu de faire par communiqué nécrologique. Décès de papa Jean-Pierre, Longo et Fungu. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 17 mars 2025, la veillée mortuaire se tiendra dans la salle Neema, 6 avenue Inga numéro 1, à côté du terrain municipal de Bandalungwa. Référence, Banque du Sang. La soirée va débuter à 18h avec l'arrivée des membres de la famille, amis et connaissances, jusqu'au matin du samedi à 5h30, où il y aura rappel du programme et clôture de la veillée mortuaire.
Le samedi 8 mars 2025, exposition de la dépouille à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Les programmes commencera avec la sortie et l'exposition de la dépouille. Ensuite, il y aura la messe, la lecture de la biographie, les témoignages, les mots de la famille et la levée du corps pour l'inhumation au cimetière Nécropole. Le communiqué est signé par la famille.